Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Eh bien, ce matin, nous n'allons pas parler de politique, nous n'allons pas parler d'actualité, quoique on va parler d'actualité littéraire, puisque nous recevons ce matin l'écrivain François Ossaner, qui vient de faire paraître aux éditions Couleurs et Plumes un livre intitulé « Nouvelles interrompues », un recueil de nouvelles interactifs. Il est l'invité de la matinale, il est en direct avec nous en studio. Bonjour François Ossaner. Bonjour. Alors François Ossaner, vous êtes déjà venu au micro de Bretagne 5 dans Page Blanche avec notre ami Michel Philippot. Alors ce matin, c'est un autre format, c'est la matinale. On a envie de parler de culture le vendredi et plus encore dans ce contexte compliqué, on le dira comme ça, avec l'épidémie de Covid-19. Ça ne vous a pas fait reculer pour sortir ce livre, François Ossaner, ce recueil de nouvelles. Alors recueil interactif, tout de suite, ça a aiguisé ma curiosité. Alors ce recueil, oui, je l'ai mûri petit à petit, à la lumière et à l'écoute de réflexions d'auteurs. Moi, je suis nouvelliste, pas uniquement, je suis romancier également. Mais quand on écrit des nouvelles, on est souvent dans cette culture de la chute. Et j'ai pu échanger avec certains de mes lecteurs, notamment dans des salons du livre, sur le fait que mes chutes avaient pu les surprendre, parfois les désarçonner, les déstabiliser. Et petit à petit, ma réflexion a été de me dire, mais ce qui est un peu dommage, c'est que moi, je leur impose quelque part une fin d'histoire, et j'ai voulu essayer d'imaginer un recueil où le lecteur serait en fait quelque part le co-auteur de ce livre, en ne lui donnant pas, ou pas tout de suite, je vais expliquer pourquoi, mais en ne lui donnant pas la chute et en le forçant un petit peu à imaginer la fin de l'histoire, et donc à coproduire, co-construire, co-écrire ces histoires. Donc chacune de ces nouvelles s'arrête juste avant la chute. Elle s'arrête sur toujours la même phrase « À vous d'imaginer la fin », qui est le sous-titre de ce recueil. Et j'invite donc le lecteur à imaginer lui-même la fin de l'histoire que je lui ai proposée. Donc interactif dans ce sens où voilà, le lecteur participe finalement à l'ouvrage. J'imagine, alors là j'anticipe un peu, mais j'imagine que ça peut aussi compléter cet ouvrage. Il y aura peut-être une deuxième édition avec les chutes des lecteurs. Alors, ça fait partie des réflexions qu'on a avec mon éditeur, Xavier Pierre, qui est l'éditeur, le patron, l'âme des éditions Couleurs et Plumes. On se dit, si ça fonctionne bien, peut-être qu'on fera une sorte de compilation des chutes. Moi, ce que j'ai voulu, c'est, dans un premier temps, que le lecteur, individuellement, imagine sa propre fin d'histoire, mais aussi, et ça c'est la deuxième étape, en faire quelque chose d'encore plus interactif, à savoir que les lecteurs partagent les chutes qu'ils ont imaginées. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un groupe Facebook, « À vous d'imaginer la fin », où, je l'espère, progressivement, chacun viendra soit indiquer la chute qu'il a imaginée, soit même, ce qui serait encore mieux, écrire sa chute et la confronter à celle des autres, aux miennes, qui sont sur le groupe Facebook, et puis avec une sorte de communauté de lecteurs. C'est peut-être un petit peu pompeux comme formulation, mais une communauté de lecteurs qui viendrait échanger, comparer. C'est un exercice de comparaison. C'est d'abord un exercice d'imagination, et puis ensuite un exercice de comparaison. Et si tout va bien, peut-être que à l'avenir, on pourra faire une sorte de recueil des chutes des uns et des autres, et en faire aller jusqu'au bout de l'exercice. Je ne sais pas si ça se fera, on verra si ça fonctionne. Le livre est tout récemment sorti, hein. Il est sorti dans les derniers jours de 2020. Il va falloir aussi qu'il trouve sa place quand les salons du livre, je l'espère,
reprendront, on pourra aussi le faire connaître encore davantage. Et puis voilà, pourquoi pas, ça serait l'exercice ultime de faire un deuxième recueil qui soit l'échange et la comparaison de toutes ces chutes de nouvelles, avec un grand risque que je prends mais que j'assume, c'est que les nouvelles, les fins imaginées par mes lecteurs soient plus intéressantes que les miennes, mais c'est pas grave, je prends le risque. Voilà, vous assumez complètement. Tout à fait. Alors, il y a 17 nouvelles dans ce recueil. Alors, je reprends votre formulation, des nouvelles sombres ou drôles, tendres ou ironiques. Voilà, il y a différents styles, différents genres. Chacun peut s'y accrocher, se mettre au travail pour ces chutes. Alors, quand je dis travail, c'est du plaisir quand même. Ah, c'est que du plaisir et c'est que du bonheur. L'exercice d'écriture, pour moi, est quelque chose de très ludique. Je crois bien de l'avoir déjà dit sur cette antenne. C'est du plaisir, c'est vraiment du loisir, je dirais même. Et effectivement, j'ai choisi 17 nouvelles, certaines que j'ai écrites il y a très longtemps, d'autres dans le courant de l'année dernière. Et je les ai choisies non pas pour une unité de ton ou une unité de style ou de lieu, mais sur l'intérêt ou l'importance de la chute. Et donc, toutes ces nouvelles-là ont un point commun, c'est une chute a priori surprenante, sachant que moi j'invite les lecteurs à lire, une fois que chaque lecteur aura joué le jeu, et j'espère qu'il jouera le jeu, d'écrire ou d'imaginer sa propre fin, je l'invite à lire la fin que j'ai proposée, parce que dans le recueil, à la fin du recueil, après la table des matières, il y a les fins que moi j'ai imaginées à chacune des nouvelles. Et j'invite le lecteur, une fois qu'il a lu les chutes, et donc la nouvelle jusqu'au bout telle que moi je l'ai imaginée, à relire une deuxième fois chaque nouvelle en se disant: ah oui, effectivement, il y avait peut-être dans chaque nouvelle des indices qui amenaient à cette chute-là, qu'on n'a pas nécessairement repéré à la première lecture, et où on se dit, tiens, la chute, elle est quand même très étonnante. Non, elle est amenée dans chaque texte pour faire que cette chute-là soit cohérente avec le reste du texte. Donc, un véritable exercice quand même, c'est pas au hasard finalement. Alors non, mais moi j'ai cette culture de la nouvelle depuis mon adolescence en tant que lecteur, et puis depuis une vingtaine d'années en tant qu'auteur. Une nouvelle, ça se construit de façon complètement différente d'un roman. Moi j'ai la chance de faire les deux, d'écrire les deux, la nouvelle et le roman. Mais la nouvelle, ça se construit avec de tout petits indices, peu de personnages, une histoire généralement très ramassée. Moi, mes nouvelles sont très courtes, elles font entre 3 et 10 pages. Donc c'est quand même... On a peu de temps pour exposer une situation, décrire quelques personnages, et puis amener des indices qui vont amener à la chute. La crainte que l'on a quand on est lecteur de nouvelles, c'est d'avoir des chutes trop artificielles, qui ne sont là que pour surprendre, qui ne sont là que pour étonner et, entre guillemets, peut-être piéger le lecteur. Moi, j'essaye d'avoir des chutes qui surprennent, mais qui soient cohérentes avec le reste du texte. Donc voilà, dans l'exercice d'écriture, quand on écrit une nouvelle, on sait... Enfin, en tout cas, moi, je sais jusqu'où je veux aller et quelle sera la chute. Donc, j'essaye d'amener quelques tout petits indices qui font qu'à la deuxième lecture, on se dise « Ah, mais oui, effectivement, ça, il l'avait un peu annoncé. C'est un peu ça l'exercice. Alors, effectivement, ces nouvelles, certaines sont, je l'espère, très drôles, d'autres très sombres, certaines assez tendres aussi, parce que j'ai écrit un peu plus de 120 nouvelles depuis une vingtaine d'années, dans des styles très, très différents, même si globalement j'ai une écriture peut-être un petit peu sombre et souvent ironique. Voilà, il y a un petit peu tous les styles. La cohérence de ce livre, et le principe, c'est voilà, la chute, et la chute que l'on ne découvre qu'après avoir imaginé la sienne. Alors, vous disiez, François Ossaner, que vous avez écrit des romans. Combien de romans ? Alors, j'ai
publié 5 romans. Le 6e est terminé, et si la crise sanitaire et la crise économique nous laissent un petit peu de répit et laissent un peu de répit aux éditeurs, normalement, il pourrait paraître avant l'été, donc mon 6e roman. Et puis, ce recueil de nouvelles-là, Nouvelles interrompues, est mon 6e recueil de nouvelles. Et puis, j'ai un roman en cours, parce que j'arrête pas. J'ai toujours quelque chose à écrire. Donc, voilà. Mais j'ai écrit 7 recueils de nouvelles. J'en ai un autre qui est prêt. On verra l'année prochaine s'il peut être publié. Mais voilà, j'ai publié 5 romans et 6 recueils de nouvelles. Alors aujourd'hui, on dit que la lecture est une nécessité pour essayer de passer cette période, ou ces périodes, on ne sait plus trop, compliquées de la pandémie. Est-ce que pour vous, François Ossaner, l'écriture, c'est pareil, c'est une nécessité? Alors, c'est une nécessité, mais pas forcément en période de pandémie. Et je pense notamment en période de confinement. Et le premier confinement du printemps de l'année dernière, alors que j'aurais pu avoir peut-être plus de temps, même si je travaillais en télétravail, mais j'aurais pu avoir peut-être plus de temps. Et je n'ai rigoureusement rien écrit pendant le confinement, sauf 2 textes de commandes que m'avaient demandé des éditeurs, et deux courts textes. Mais non, j'ai été, comme beaucoup d'autres, cueilli de plein fouet par le confinement, et ça m'a ôté toute imagination ou toute créativité, et j'ai recommencé à écrire, on va dire, quand la vie est redevenue un petit peu plus normale, mais par contre j'ai beaucoup lu, et j'ai peut-être emmagasiné inconsciemment des idées pour la suite, mais non, le confinement a été plutôt un élément ou un temps bloquant pour moi en termes d'écriture. Je me suis rattrapé depuis, je continue à me rattraper, donc et puis la période actuelle qui est quand même un petit peu différente et moins stressante et moins bloquante. Donc voilà, je continue en permanence à écrire. J'ai un roman sur le feu, on va dire, qui mijote tranquillement. Et bon, voilà, j'espère que j'irai au bout. Et puis, de toute façon, je continuerai. Mais le confinement en tant que tel a été plutôt pour moi une période de lecture qu'une période d'écriture. Est-ce que néanmoins, ça vous a amené des idées? Vous dites, tenez, ça, je vais peut-être le mettre dans un de mes romans, le contexte, et voilà, alors sans dévoiler quoi que ce soit, évidemment. Alors, oui et non, parce que hormis les 2 textes que j'ai pu écrire parce qu'ils m'avaient été demandés et qui traitent du confinement ou du déconfinement, pour le reste, j'écris assez peu sur ce thème-là. Il m'arrive encore, j'en fais beaucoup moins qu'avant, de faire des concours de nouvelles. J'ai commencé d'ailleurs comme ça, parce que c'est le moyen de se tester et de se confronter aux autres. Et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait eu comme concours de nouvelles en 2020 et qu'il y a encore en 2021. Et je suis frappé par le manque d'imagination de ceux qui lancent des concours. Il y a 2 concours sur 3 qui sont sur le thème du confinement ou du déconfinement. Et au bout d'un moment, ça a fini par me lasser. Donc, pour le moment, c'est pas une thématique. Au contraire, moi, je suis plus sur voilà les grands espaces. J'ai terminé un roman qui se passe entre un archipel que je connais bien, c'est celui des îles de la baie de Quiberon, et un autre archipel que je connais aussi, qui est celui des Seychelles dans l'océan Indien. Voilà, j'ai plus besoin d'horizons et de grands espaces. Le roman que j'écris en ce moment se situe en partie dans le Finistère Sud et en partie en Turquie. Enfin voilà, je pense que le confinement m'a donné plus envie de voir loin que d'écrire sur le confinement lui-même. Voilà, même en étant confiné, ouvrir les horizons. Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que ça donne envie d'ailleurs, d'espace, d'horizon, tout à fait, de regarder vers la ligne d'horizon. Alors aujourd'hui, on est dans une société un petit peu bousculée, là encore. On parle de la lecture qui nous sauve quelque part. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui que l'on n'aide pas plus le secteur justement de l'édition, de la culture? Alors, beaucoup de gens demandent aujourd'hui, on est dans une passe économique presque sinistrée. Quel est votre regard là-dessus, d'un côté un petit peu plus, alors politique, je mets des guillemets. Alors,
moi, mon regard, il est à la fois celui d'un citoyen utilisateur, consommateur, passionné de culture, et puis celui à ma modeste place d'auteur. Je suis absolument désespéré, désolé au moins, de la situation actuelle de la culture. Je parlais des salons du livre tout à l'heure, il y en a pratiquement plus. Moi, j'ai dû participer à 3 fois moins de salons l'année dernière parce qu'ils ne s'organisaient plus, alors que pendant au moins une période de l'année, on aurait pu les faire. Moi, j'en ai fait quelques-uns en septembre dans des conditions tout à fait acceptables. On a longtemps laissé les librairies fermées, ce que je n'ai pas compris. Je suis convaincu qu'on prend autant de risques sanitaires à manipuler des fruits et des légumes ou des barquettes de viande dans un supermarché que de manipuler des livres dans une librairie. Le jour où un livre contaminera qui que ce soit, ça se saura. Moi, je considère que c'est plutôt un élément sain qu'un élément potentiellement nocif, un livre. Et puis, il y a effectivement, si on ne peut plus ou on n'a pas pu pendant un temps aller dans les librairies, aller dans les bibliothèques, même si elles sont réouvertes maintenant, mais elles ont été longtemps fermées, ça veut dire que les éditeurs derrière ne peuvent plus produire, ne peuvent plus vendre, parce que c'est une activité économique, c'est une activité culturelle, mais c'est aussi une activité économique. Et moi, je suis désespéré de voir que on n'aide pas davantage la culture, et la culture, l'écrit, mais aussi le spectacle vivant, le cinéma, le théâtre, les professionnels du spectacle vivant vivent une situation depuis presque un an qui est dramatique. Et moi, j'ai peur que la reprise se fasse pas de façon aussi naturelle que ça. Et je crains qu'il y ait beaucoup de morts sur le bord de la route, sur le bord de la route de la culture. Et ça serait vraiment dramatique. Alors, on a vu des grands géants. Alors, on va pas les citer à l'antenne, mais on pense à un géant de la distribution culturelle, hein, je vais le dire comme ça, si tant est qu'on puisse parler de culture dans le cas présent. Mais on a l'impression que malgré tout, les gens ont continué à acheter justement sur ces grandes plateformes. Voilà, il y a une ambiguïté finalement. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement, où on ne pouvait plus acheter de livres, pour ne parler que des livres, dans les librairies. On ne pouvait même plus les acheter dans les supermarchés, puisqu'on avait la possibilité d'aller dans un supermarché, sauf dans les rayons culture. C'était quand même assez... Enfin, pas que culture, mais notamment culture, ce qui était assez paradoxal. Et on pouvait effectivement acheter en ligne, dans des conditions qui sont généralement absolument inacceptables, notamment pour les éditeurs, parce que les éditeurs sont saignés, je dirais, par ces grands distributeurs que vous ne nommiez pas, mais que tout le monde a reconnus. Et effectivement, le paradoxe, il était là. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire vivre les circuits locaux de distribution du livre, ou du disque, ou de la vidéo, par exemple. Mais on pouvait acheter tout ce qu'on voulait en ligne, sans aucun conseil, sans aucune plus-value. La seule plus-value, elle est pour le grand distributeur en question. Et ça, c'est toujours très gênant. Alors aujourd'hui, les éditeurs sont fragiles, hein, surtout les petits éditeurs, les petites maisons d'édition. Alors quand je dis petit, c'est absolument pas péjoratif, je parle de la taille évidemment. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut arriver à changer ce système de l'édition, à le modifier, à le préserver? Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut préserver les petites maisons d'édition, petites étant là aussi entendues sous un sens absolument pas péjoratif, bien au contraire. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce livre-là, mon recueil de nouvelles interrompues, n'aurait pas pu voir le jour dans une grande maison d'édition, parce qu'il n'aurait pas eu
le courage ou le grain de folie de prendre ce risque. Et je dois remercier mon éditeur d'avoir eu ce grain de folie de tenter ce pari-là avec moi. Ce même éditeur a, il y a 2 ans de ça, accepté aussi de faire paraître un recueil de questions plus ou moins saugrenues. Bon voilà, c'est ce type d'éditeurs qui peuvent prendre ce genre de risques. Alors c'est des risques mesurés parce qu'on n'est pas sur des tirages de grands éditeurs, mais au moins ça permet de faire vivre et de publier une autre littérature, et une littérature qui ne trouverait pas sa place dans les grandes maisons d'édition. Voilà, qui n'est pas dans le grand flux des sorties nationales ou autres, mais finalement on aime bien les chemins de traverse ici, on aime bien parler de ce qui est atypique, et puis un petit clin d'œil à Xavier Pierre qui est votre éditeur, qui a ce grain de folie. Il est venu aussi souvent à l'antenne de Bretagne 5. Le temps passe très vite, François Ossaner, je rappelle le recueil que vous venez de sortir, le titre « Nouvelles interrompues » avec un sous-titre. À vous d'imaginer la fin, et ça sera au lecteur d'imaginer sa propre fin, et je l'espère de les partager avec d'autres. Voilà, alors le livre va vivre sa vie, puis on va le suivre nous ici à Bretagne 5. Je rappelle que pour les éditions citées Xavier Pierre tout à l'heure, ce sont les éditions Couleurs et Plumes. On le trouve partout, votre livre? Alors on le trouve chez les libraires qui font bien leur métier et qui acceptent de commander les livres. On les trouve aux éditions Couleurs et Plumes, bien évidemment. Directement auprès de moi, je peux en envoyer avec la dédicace qui va bien et l'échange qui peut naître avec le lecteur. Et puis, je l'espère pour cette année, dans les salons du livre auxquels je participe en Bretagne toute l'année, et où et c'est ça l'intérêt aussi, l'occasion de rencontrer les lecteurs, et c'est ça aussi qui me fait écrire, c'est de pouvoir échanger avec le lecteur et pas uniquement lui vendre un livre. Voilà, ça va au-delà de la vente, si on veut se limiter à ça, mais voilà, ça va au-delà. Là aussi, l'interactivité que je prône dans ce livre, c'est aussi ça qui fait l'intérêt des salons du livre. Voilà, alors gardez, amis auditeurs, présent à l'esprit que le virus de la lecture n'est pas dangereux, au contraire, et puis je crois qu'il n'y a pas de médicaments, et c'est très bien. Merci infiniment, Merci à vous. François Ossaner, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous venez de faire paraître, alors c'est sorti en fin d'année dernière, aux éditions Couleurs et Plumes, Nouvelles interrompues, à vous d'imaginer la suite, un recueil de 17 nouvelles, recueil interactif. Vous étiez avec nous dans la matinale, je vous en remercie, très belle journée. Merci à vous, au revoir. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.